Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission particulière du Nouvel Esprit Public, émission qui réunit Éric Dupond-Moretti, ancien ministre. Est-ce que je dis ancien avocat ou est-ce que vous êtes un avocat suspendu Je suis un avocat suspendu. Est-ce que vous êtes vous-même suspendu? Donc vous êtes toujours, vous pouvez reprendre votre activité et reprendre le barreau quand vous le déciderez, car pour le moment vous êtes sur scène. Voilà. Je suis intermittent du spectacle pour le moment. Et Jean-Louis Bourlanges, qui n'est pas encore sur scène, mais nous y travaillons, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et cette conversation entre Éric Dupond-Moretti et Jean-Louis Bourlanges tournera, comme vous vous en doutez, et comme je l'ai annoncé, autour de la judiciarisation de la vie politique. La condamnation de Marine Le Pen le 31 mars dernier à 5 ans d'inéligibilité immédiate et à 4 ans de prison, dont 2 fermes, a marqué l'actualité des derniers mois et elle a suscité de nombreux débats sur la judiciarisation de la vie politique. L'ancienne candidate aux élections présidentielles avait en effet recueilli 41% des suffrages au second tour de 2022, preuve de son poids politique et de sa capacité à être élue en 2027. Cette éventualité achoppe désormais sur la décision des juges. De certains juges aiment à souligner ceux qui évoquent un gouvernement des juges pour qualifier l'emprise des magistrats sur la vie politique du pays et donc une dégradation, à leurs yeux, de la démocratie. Notons que l'on rappelle rarement que l'évolution du rôle des tribunaux a son origine dans une volonté de moralisation de la vie politique liée à de nombreuses affaires de corruption. Le mouvement actuel de remise en cause des décisions judiciaires est mondial, il est aussi divers, puisque ce gouvernement des juges est aussi dénoncé en Israël ou aux États-Unis, qu'il est fréquent dans les régimes illibéraux comme la Hongrie ou l'Argentine, mais il dépasse les frontières de ces États pour devenir un enjeu important dans toutes les démocraties et susciter d'importants débats dans les médias, mais aussi dans le monde universitaire ou chez les magistrats eux-mêmes. En France, le rapport du Sénat du 29 mars 2022 soulignait à la fois le renforcement de l'état de droit et un certain affaiblissement du système démocratique, en rappelant notamment qu'une majorité des Français estime que les juges sont plutôt politisés et laxistes. Cette majorité était de 70% en novembre 2023. Pour ouvrir cette conversation, je propose de nous arrêter sur un sujet de société, plutôt que sur un sujet politique, c'est-à-dire sur la récente censure par le Conseil constitutionnel de 5 articles d'une loi dite loi Attal, qui entendait durcir la justice des mineurs. Ces 5 articles censurés portaient sur l'instauration d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus, déjà connus de la justice, ayant commis une infraction punie de plus de 3 ans de prison, sur l'extension des possibilités de recours à une audience unique, sur l'inversion pour les mineurs de 16 ans et plus récidivistes du régime en matière d'atténuation des peines, c'est-à-dire l'excuse de minorité, en faisant de l'atténuation des peines l'exception et non plus le principe, sur l'allongement de la durée de la détention provisoire à 1 an pour les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour certains délits et crimes terroristes ou commis en bande organisée, et enfin sur la possibilité de placer en rétention un mineur n'ayant pas respecté une mesure éducative judiciaire provisoire. Éric Dupond-Moretti, sur cette censure, comment analysez-vous cette censure au regard de la question de la judiciarisation de la vie politique ? La question, c'est est-ce que certains politiques n'ont pas envie d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel pour dire au fond « Voyez ce que nous voulons faire et nous sommes entravés par le Conseil constitutionnel ». Je pense que c'est ça la réalité. Gabriel Attal sait forcément que certaines de ces mesures vont poser problème. D'abord parce que je lui ai dit. Ensuite parce que les affaires criminelles et des grâces ont fait une analyse en disant que ça posait un certain nombre de difficultés. Les affaires criminelles et des grâces, c'est une direction de la chancellerie. Direction du ministère de la Justice. Notamment la comparution immédiate. Alors à partir du moment où on soumet un texte au Conseil constitutionnel et que l'on sait qu'il est inconstitutionnel, on ne peut que s'attendre à une censure du Conseil constitutionnel. Il a été fait pour cela.
Et donc, c'est gagnant-gagnant pour le politique qui a cette audace, parce qu'il dit, voyez, je vais dans le sens de l'opinion publique qui est toujours plus répressive, toujours plus sévère par les temps qui courent, nous le savons. Et donc, cette entrave vient du Conseil constitutionnel, ce qui permet à des gens comme Wauquiez de souhaiter qu'une loi inconstitutionnelle puisse retourner devant le Parlement au mépris de la décision du Conseil constitutionnel. Et qu'on gagne une étape, qu'on supprime tout de suite le Conseil constitutionnel, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Voilà ce que je pense. Moi, le Conseil constitutionnel, il se fonde naturellement sur le texte suprême qu'est la Constitution, mais aussi sa jurisprudence. Il y a pléthore de jurisprudence déjà en matière de justice des mineurs qui souligne la spécificité de cette justice. Alors l'un des arguments qui est utilisé en soutien des gens qui veulent davantage de sévérité, c'est que la minorité a évolué, elle a évolué physiquement, elle a évolué socialement, et que par conséquent, la justice devrait adapter, ou plutôt que le pays devrait adapter ses lois à cette évolution. Oui, j'entends cet argument, évidemment, il est repris de façon récurrente par ceux qui veulent plus de sécurité et qui pensent que l'on peut régler les problèmes de délinquance en tapant plus fort. D'abord, si ça se saurait, si c'était vrai, il y a des siècles que nous le saurions. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, oui, les choses ont changé, mais pourquoi ? Les jeunes ont accès à la pornographie via les réseaux sociaux dès l'âge de 11 ans. Et les adolescents ne font plus l'amour. Ça interroge quand même. Le taux de THC, résine de cannabis, est 10 fois supérieur au taux du THC festif des années 68. Les milieux favorisés, les ados, disposent de 3000 mots, les milieux défavorisés, 300. Mais on appelle ça aujourd'hui, enfin certains appellent ça la culture de l'excuse. Qu'est-ce que l'on a encore ? On a le confinement qui a laissé un certain nombre de traces. Un mal-être psychologique et psychiatrique qui est une évidence. Il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. Donc tout ça, ça méritait une vraie réflexion d'abord, un état des lieux d'abord, avant d'envisager un certain nombre de mesures qui sont toutes prises à l'aune de la répression et de la sévérité. Jean-Louis Bourlanges. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dupond-Moretti, mais il reste qu'on a quand même le sentiment que cette classe d'âge qui présente effectivement de très sérieuses différences avec les classes d'âge précédentes, est quand même dans une situation où elle est à la fois beaucoup moins facilement, beaucoup plus lentement adulte. Je crois qu'à 22 ans, on a le sentiment très souvent d'adolescents prolongés, alors que les gens de ma génération, on était dans la vie, on se mariait, on commençait à travailler, on faisait des choses on était sérieux avec tout ce que ça comporte d'absurde. Mais en même temps, ils sont très mûrs, très actifs. Ils font l'amour, ils font sans doute moins l'amour qu'avant, mais ils le font beaucoup plus tôt. Ils sont dans une situation de quasi responsabilité. Ils sont affranchis de toute tutelle. Avant, c'était les parents qui étaient responsables. Là, les parents, ils sont voués. Il y a quand même un problème d'inadéquation, me semble-t-il, du traitement actuel de l'adolescence par rapport à ces nouvelles conditions. Et je crois que c'est ça qui est apparu. C'est apparu tragiquement. La décision du Conseil constitutionnel est tombée le jour où cette malheureuse femme a été assassinée dans des conditions absolument incroyables, par un adolescent qui refuse de reconnaître, de ressentir la moindre culpabilité. Donc il y a eu un effet de contraste qui est saisissant et auquel effectivement les dirigeants politiques ne peuvent pas rester insensibles. Alors, vous avez raison, il faut prendre, comme tous les problèmes qui se posent actuellement, il faut les prendre dans leur ensemble, les traiter à fond, etc. Et on n'a absolument pas les conditions politiques qui permettent de le faire. Mais malgré tout, il y a un décalage qui est quand même ressenti de façon très pénible. Éric Dupond-Moretti. Non mais, c'est à mon tour d'être d'accord avec Jean-Louis Bourlanges. Pour autant, la solution ou les solutions qui sont proposées vont toutes dans le même sens.
Gabriel Attal fait un certain nombre de propositions que le Rassemblement national ne renierait pas. Je veux rajouter 2 choses, d'ailleurs, ce constat sur la jeunesse. D'abord, il y a une réalité, c'est que d'un point de vue purement neurologique, un gamin de 15 ans n'a pas un cerveau terminé, fini. Il faut quand même le prendre en considération. Le ministre de l'Intérieur a proposé récemment d'abaisser l'âge de la majorité pénale. Moi, ça me pose problème. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que l'on a de plus en plus de familles monoparentales. Ça, on l'a parfaitement vu quand on a analysé la situation après les émeutes de l'été l'année dernière. On s'est rendu compte que 40% de ces jeunes... En 23. Oui. En 23, pardon. Oui, mais sinon, c'est... Oui. On s'est rendu compte que ces gamins vivaient souvent seuls avec leur mère. Le cri de Bruno Retailleau, c'est « Mais où sont les pères ?» Les pères, ils sont partis. Et ça, ce sont des éléments nouveaux. La famille telle que nous l'avons connue n'était pas une famille monoparentale dans la grande majorité des cas et des situations. D'où d'ailleurs toute une discussion sur la responsabilité des parents. Moi, j'ai dit oui pour la responsabilité des parents défaillants, mais non pour la responsabilité des parents dépassés. Et je pense qu'il y a d'abord, il faut poser les problèmes sur la table. Mais là, on est dans l'urgence. Comme d'habitude, on a une série de crimes. Et constatons d'ailleurs que en Angleterre, en Autriche, aux États-Unis, ce sont des législations totalement différentes, avec des philosophies différentes. Et on a cette même difficulté avec la délinquance des mineurs. J'ai vu un reportage récemment à la télévision, façon dont on traite les mineurs aux États-Unis, d'une dureté, d'une sévérité, et ça ne règle pas la question. Voilà, il faut sans doute assumer d'être ferme, mais il faut aussi que l'on n'abandonne pas le projet éducatif. C'est d'une certaine façon ce que rappelle le Conseil constitutionnel, et il a raison de le faire. Jean-Louis Borloo. Oui, moi je suis tout à fait... D'abord, pour revenir à la question initiale de Philippe, je crois effectivement... je me rappelle avoir discuté de ça assez longuement avec Jean-Louis Debré, qui était président du Conseil constitutionnel. Il était absolument scandalisé, notamment parce que la majorité socialiste de l'époque, c'était l'époque du président Hollande, la majorité socialiste voulait tailler des croupières au gouvernement et donc voter systématiquement des lois radicales dont elle savait, cette majorité, qu'elles étaient inconstitutionnelles, et demander au Conseil constitutionnel de faire le travail, de liquider. Et Jean-Louis Debré avait le sentiment que le Conseil était vraiment instrumentalisé par une fraction radicale de l'Assemblée nationale qui, à bon compte, et par le gouvernement qui disait « Moi, j'accepte tout ça, je prends les amendements, de toute manière, on va dire... » Moi, j'ai refusé de voter la loi sur l'immigration, qui avait été il y a 2 ans également. J'avais refusé en disant il est absolument clair, quand on regarde l'analyse, qu'il y a au moins une trentaine de dispositions qui vont être jugées anticonstitutionnelles. Moi, je ne suis pas, en tant que parlementaire, je ne suis pas là pour voter des textes qui sont inconstitutionnels. Donc, je me suis abstenu. J'étais pas... on pouvait discuter de cette loi qui, à mon avis, sur laquelle on fondait des espoirs tout à fait inconsidérés, parce qu'elle ne modifiait pas fondamentalement les choses, loin de là. Mais en tout cas, on ne peut pas faire ça. Et ça. Mais la hiérarchie des normes est quelque chose qui est profondément étrangère à la sensibilité politique française, parce que nous sommes marqués par une sensibilité jacobine de l'unité fondamentale du pouvoir. Il y a un seul pouvoir, et il a alors, de temps en temps, c'est le comité de salut public, de temps en temps, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'union de la gauche, et je sais pas quoi, mais le pouvoir est un. Les lois constitutionnelles ne sont pas différentes des lois ordinaires, ce qui a permis au maréchal Pétain de modifier d'en finir avec la République sans être vraiment en situation d'inconstitutionnalité, puisque les lois fondant la Troisième République n'étaient pas des lois constitutionnelles, c'était
c'était des lois ordinaires. Et donc, refus, pendant très longtemps, refus de la séparation de la loi et du règlement, refus de la séparation entre la distinction entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires, tout ça, et refus du Conseil, refus, et encore, on voit Éric Zemmour, par exemple, passe sa vie à récuser tout ce qui ressemble à une hiérarchie des normes. Or ça, moi, je crois que la hiérarchie des normes, c'est absolument central dans la protection des libertés, dans la garantie d'une société, d'une démocratie équilibrée et authentiquement représentative et libérale. Maintenant, il reste, et Éric Dupond-Moretti en est un bel exemple en tant que qualité de victime, il reste qu'une justice pleinement indépendante, telle qu'elle s'est vécue, pleinement indépendante, très bien, très profondément divisée, politisée, et politisée parce qu'elle est divisée, parce que la société française est divisée, pose quand même un problème de fond. Le président Mitterrand, qui était quand même plutôt un homme de la droite, hein, quand on essaie de situer son profil politique, c'est sans doute d'ailleurs un de ses mérites, parce que ça lui a donné beaucoup de force pour diriger la gauche. Eh bien, il disait de façon à sa manière, il disait, vous savez, hein, l'ancien régime, les juges ont liquidé l'ancien régime, oui. Et maintenant... Méfiez-vous des juges, la formule, ils vont liquider, oui, méfiez-vous des juges, ils vont liquider la... Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Et c'est vrai que le moment où la justice française a été le plus indépendante, à part les 25 ou 30 dernières années, ça a été l'Ancien Régime. Les cours souveraines, c'était quelque chose. Et quand la magistrature s'est lancée à l'assaut de la monarchie absolue, à partir de la loi Maupoux, etc., enfin des ordonnances, la réforme Maupoux, ça a été vraiment l'agonie de la monarchie. Et ensuite, la République a quand même construit un système particulièrement hypocrite, puisque l'indépendance des juges était tempérée par la maîtrise de l'avancement par le pouvoir exécutif. Donc, on arrivait quand même à avoir un équilibre un peu bizarre. Et puis maintenant, et alors là, je vous interroge, comment est-ce qu'on peut répondre à la question du droit romain, quis custodes custodet, qui garde les gardiens à partir du moment où la justice est vraiment indépendante. J'y suis évidemment très favorable, et les expériences Orban et tout, polonais, c'est affreux, mais comment peut-on trouver le bon niveau de régulation entre cette indépendance nécessaire et cette tentation d'intervention abusive dans la puissance publique, dans l'action publique, dans l'action législative? Vaste question, on a 1 heure. Oui. Ouais. Encore 3 quarts d'heure. Je pense d'abord qu'il faut là encore poser les problèmes. Peut-on interdire à un magistrat d'avoir des opinions politiques ? C'est pas un sous-citoyen. Bon, la réponse, évidemment, est non. Peut-on lui interdire de se syndiquer ? La réponse est non. Pourtant, et alors il faut donc compter sur l'impartialité du magistrat qui sait mettre de côté ses convictions, ses opinions pour juger au mieux, disons au moins mal. Bon, ça c'est une chose. Ce qui m'a posé problème, moi, comme garde des Sceaux, comme citoyen, c'est cette expression totalement débridée de certains syndicats qui accréditent aux yeux de l'opinion publique l'idée qu'ils sont exclusivement politisés. Quand le syndicat de la magistrature dit Macron-Le Pen, 2e tour de cauchemar, je pense qu'il sort des clous. Et ceux qui entendent ça se disent, ils sont tous politisés, ces magistrats. C'est pas vrai. Il y a quelques magistrats, moi j'ai appelé ça une clique, pardon, le mot n'est pas merveilleux, qui en réalité sont des gardiens autoproclamés de la morale publique. Et l'histoire, c'est une histoire de lutte pour le pouvoir, parce que on oublie trop souvent que l'autorité judiciaire est une autorité, ça n'est pas un pouvoir, constitutionnellement. Et c'est une autorité qui veut devenir un pouvoir. D'ailleurs, la revue trimestrielle de l'Union syndicale des magistrats s'appelle Pouvoir judiciaire. C'est incompréhensible, ça. Et donc, il y a quelques magistrats qui souhaitent se faire, si j'ose dire, non pas des politiques, mais le pouvoir qu'ils incarnent. Et c'est singulièrement différent du discours que l'on a entendu dans la bouche de Madame Le Pen, qui mettait tout le monde dans le même sac,
La justice n'était jamais assez sévère à ses yeux. Je ne vais pas reprendre tout ça. Tout le monde a entendu ses propos d'il y a quelques années, qu'elle doit regretter d'ailleurs, l'inéligibilité à vie, etc., etc. Tous les magistrats étaient politisés. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous savez, moi, je me suis beaucoup déplacé. La préoccupation des magistrats, en particulier de province, c'est pas la politisation de la justice. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une clique là qui se bat pour affirmer une espèce d'autorité qui a vocation à leurs yeux de devenir un pouvoir. D'où une judiciarisation de la vie politique, parce qu'il faut rappeler deux choses. D'abord, constitutionnellement, je l'ai déjà dit, ça n'est pas un pouvoir. Et deuxièmement, et c'est extrêmement important, les juges n'ont aucune légitimité démocratique. Et quand on s'attaque, par exemple, à la gestion de la Covid, on est sur de la décision purement politique, là. Et le procès que l'on intente à Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, avec des humiliations sur lesquelles on peut revenir un instant, là, franchement, la justice dérape. Et quand on vient me chercher, moi, parce que j'ai donné une suite à une procédure administrative qui avait été enclenchée par ma prédécesseur, alors là, c'est un procès en illégitimité, puisqu'un syndicat, le plus important, avait dit, mais Dupond-Moretti, sa nomination est une déclaration de guerre, et que pendant 3 ans, on va me poursuivre, et Molins est à la tête de tout ça, il veut devenir garde des Sceaux, il le conteste, mais c'est une réalité. Moi, je sais que c'est vrai, c'est pas que je le subodore ou que je l'imagine. Oui, il y a des dérapages, mais on va quand même dire les choses, une grande majorité des magistrats savent faire la part des choses. Donc moi, je refuse l'idée que toute la justice serait politisée. J'ai vu et j'ai rencontré dans ma vie professionnelle d'avocat, j'ai été avocat 36 ans, des magistrats du syndicat de la magistrature qui étaient de grands magistrats. Pardon. Et l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Mais le fait de ne pas avoir... moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis magistrat, puisque à la Cour des comptes, on a été magistrat. Je n'ai jamais compris comment on pouvait avoir autre chose en tête quand on est magistrat que de chercher la vérité, que de s'abstraire. Enfin, c'est la grandeur, c'est l'intérêt du boulot. Oui. De se retirer des intérêts des partis et de regarder exactement la situation. Mais il faut voir. Moi, j'ai effectivement pris fait et cause pour la défense d'Agnès Buzyn. On est vraiment dans quelque chose. D'abord, sur le syndicat de la magistrature. Moi, je crois effectivement tout à fait que les syndicats ont le droit. Chaque juge a le droit d'avoir ses opinions. Il doit respecter la loi, mais il assume la jurisprudence, il essaie de l'interpréter, il y a des systèmes d'appel, etc., qui doivent réguler le système. Mais effectivement, quand vous avez une opération comme le tableau des cons, là... Oui, le mur des cons. Le mur des cons. Et je me rappelle une députée avec laquelle je suis pas d'accord, LR, qui était sur le mur des cons. Elle me dit, moi, si je me retrouve devant un juge du syndicat de la magistrature, je suis quand même en état... Ah oui, ah ouais. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction, non seulement de la garde des Sceaux, à l'époque, mais du syndicat lui-même. Si j'avais été secrétaire général du syndicat de la magistrature, j'aurais démissionné en disant, écoutez, on a fait une faute, on s'est laissé aller, c'était très injurieux pour le général Schmitt, pour des gens, etc., qui avaient perdu leur fille. Et M. Escarfaille, dont le seul tort était de réclamer justice après que l'on eût assassiné sa fille. Oui. Il est sur le mur des cons, oui, je vois très bien ça. Et alors, là, je crois que c'est assez clair, mais quand on voit la façon, prenons le cas d'Agnès Buzyn, la façon dont on essaie de dire qu'elle a trahi la loi, qu'elle a refusé d'exécuter la loi, alors qu'elle s'est interrogée avec énormément d'incertitude, de prudence, de difficulté. Quand on voit d'ailleurs ce que disait l'OMS pendant les premières semaines de la pandémie, c'était extrêmement peu clair. Eh bien, quand on voit tout ça, on se dit comment peut-on estimer qu'elle a manqué à un devoir législatif. Là, on est vraiment dans un... Et alors, Philippe, c'est la même chose. J'avais reproché un peu à un de mes collègues qui avait fait un truc sur le
l'environnement en disant qu'il voulait absolument que l'environnement que la non-exécution de la loi, non-application soit considérée immédiatement comme un mépris de la loi, enfin une illégalité, et puisse être sanctionnée. Je lui dis, mais comment oses-tu proposer quelque chose de ça? C'est absolument le domaine de l'appréciation extrêmement difficile. L'environnement, c'est plein de choses. À la fois, tu défigures des paysages, tu protèges, tu contribues à la décarbonation, tu crées des inégalités sociales et tu en allumes. Enfin, c'est un système multicritérial absolument complet. Comment un juge peut-il se substituer à la politique dans l'appréciation de ces différents critères? Le seul juge qui soit acceptable, c'est effectivement le suffrage universel. Bien sûr, bien sûr. À propos d'ailleurs de l'affaire Philippe Buzyn et Véran, on a quand même rappelé que l'intégralité de leur dossier a été donnée à quelques journalistes amis. Davé et l'Homme, Mediapart, violation totale du secret de l'instruction, naturellement, jamais un coupable. Jamais. Mais il se passe quelque chose d'assez singulier, là, dans cette clique de magistrats que j'ai toujours dénoncée. On viole allègrement le secret de l'instruction, en échange de quoi on a des papiers qui sont favorables à la thèse qui est soutenue par tel ou tel juge d'instruction. C'est le cas d'Agnès. Voilà, on a même saisi son journal intime. On a même perquisitionné dans le linge de corps d'Olivier Véran et de sa compagne. On a perquisitionné chez Édouard Philippe à 6h du matin comme s'il était un voyou. Très bien, on a filé l'intégralité du dossier à Davé et l'Homme. Ça, c'est absolument insupportable. Mais une fois encore, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne reflète pas l'activité de toute la magistrature de notre pays. Bien sûr. Et c'est très important de le dire. Mais ils sont au fond les porteurs de drapeaux d'une certaine justice qui semble politisée avec... Il y a le mur des cons au syndicat de la magistrature, mais il y a aussi des tracts. Quand ils soutiennent les émeutiers de Sainte-Soline davantage que nos policiers républicains, il y a un vrai souci. Moi, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour leur dire, est-ce que leur liberté de parole est totale ? Au fond, qu'ils fassent du catégoriel, qu'ils s'intéressent aux heures de travail, aux congés payés, à tout ce que vous voulez, ok. Mais qu'ils aient cette liberté d'expression dans un domaine qui n'est pas le leur, qui est le domaine du Parlement, par exemple, ou, de façon plus large, du politique ou de la politique, là, moi, je pense qu'ils sont plus dans les clous. Le Conseil supérieur de la magistrature a dit, liberté totale. Mais quand les Français lisent ça, quand les Français savent ce qu'est le mur des cons, évidemment que c'est délétère pour la justice et que ça nuit gravement à l'image de la justice. Alors déjà, on sait qu'elle est lente, déjà on sait qu'un certain nombre de choses qui font que 80% des Français n'ont pas confiance dans la justice de notre pays, et c'est pas la peine d'en rajouter. L'expression syndicale, elle devrait être, de mon point de vue, limitée. Et le Conseil supérieur de la magistrature aurait dû le dire, ça n'est pas la voie qu'il a choisie. Vous venez de prononcer le mot de secret de l'instruction, l'expression de secret de l'instruction. Écoutez, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la possibilité de faire en sorte que ce secret soit ou bien respecté, ou bien retirer des textes une fois pour toutes, parce que ça fait à peu près depuis le Premier Empire qu'on entend parler du secret de l'instruction et qu'on s'indigne qu'il ne soit pas respecté. Mais il l'est jamais. Donc le Premier Empire avait le mérite de faire un secret général surtout. Non, il l'est parfois. Oui. Alors, si vous dites on supprime le secret de l'instruction, alors vous allez donner de mauvaises idées à ceux qui le respectent encore. Non, je dis pas, alors, je dis pas que c'est la grande majorité. Si on peut pas le faire respecter, il faut le retirer. Mais si on peut le faire respecter, il faut expliquer pourquoi. Qui, quand, comment a-t-il été sanctionné pour avoir méprisé, transgressé le secret de l'instruction ? Quis custodes, custodet. Urvoas a été condamné, mon prédécesseur. Quelques avocats, à ma connaissance, quelques policiers, des magistrats, très, très, très rarement. Mais on sait qu'il y a des cercles, je parlais de journalistes amis, à qui on donne un certain nombre de PV, en échange de quoi ils vont dans le sens du vent. Enfin, mon dossier, par exemple, pardon de ramener ça à ma situation, mais dans son intégralité, il a été donné à Mediapart, à Davé et l'Homme. Davé et l'Homme étant le journaliste du Monde. Davé et l'Homme étant
travaillant au Monde, ils ont écrit des tas de saloperies, et comme ils écrivaient des saloperies, les juges ont découvert leurs papiers, et ils les ont même conviés à venir témoigner. La boucle est totalement fermée. C'est-à-dire que les types, ils sont témoins de rien, si ce n'est de leur travail, et ensuite ils viennent témoigner, et ce sont naturellement des témoins à charge. Voilà comment ça fonctionne. Et une fois encore, pas partout. Il y a évidemment des endroits, des magistrats, où l'on respecte encore le secret de l'instruction, et c'est tellement utile. Mais la presse française a de façon générale beaucoup de difficultés avec le secret de l'instruction. Regardez l'affaire Mbappé en Suède. Heureusement que ça se passe en Suède. Il y a peu de choses qui sortent. Il y a peu de choses qui sortent. Si c'était chez nous, dans un hôtel parisien, que les choses s'étaient déroulées, tout le monde aurait été, tous les journalistes auraient été informés immédiatement, tout le monde aurait disposé des procès-verbaux, etc., etc., etc. Bon, on a du mal avec ça, c'est vrai. Et moi, j'ai regardé... On ne peut pas corriger ça, parce que c'est quand même une anomalie. On peut pas... ça devrait quand même être possible de faire respecter la loi aux magistrats. Alors, Jean-Louis, vous êtes comme moi un geek averti, à la pointe de la haute technologie. J'avais demandé, moi, quand j'étais garde des Sceaux, c'est bien connu. Est-ce qu'on ne peut pas, avec les moyens modernes aujourd'hui, tracer les documents? Et ça semble extrêmement complexe, parce que un juge vous dit, par exemple, mais moi je fais une photocopie du document et j'en fais un document de travail. Ensuite, que devient-il? Voilà, pareil pour un avocat d'ailleurs. Hein. Non, c'est extrêmement compliqué, mais je pense qu'il faut dire et redire à quel point le secret de l'instruction, comme la présomption d'innocence d'ailleurs, sont des choses essentielles. Il y a quand même deux réalités qui sont, à mon avis, assez impressionnantes. Une réalité institutionnelle, c'est, et là qui concerne très directement le droit et les décisions de justice européennes, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice, c'est, me semble-t-il, l'éloignement ou la faiblesse de l'autorité politique qui édicte la norme par rapport à la puissance jurisprudentielle. C'est pas de la faute des juges, c'est parce qu'un système comme le système européen est un système extraordinairement entravé au niveau de la production législative, et donc les prétoires sont amenés à agir. Et on a parfois, même assez souvent, mais c'est souvent très exagéré quand on regarde le fond des choses, ce que dénonce M. Scholz. On a le sentiment d'un pouvoir normatif qui, là, est très, très autonome par rapport à une décision politique qui devrait le fonder. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? C'est plus on s'éloigne du cadre national, plus on a le sentiment d'une rupture, d'un fossé entre les décisions de justice et une norme qui est acceptée, intériorisée par chacun d'entre nous. Mais de quoi parle-t-on précisément? La Cour européenne, la Cour de justice? Les deux. Enfin, on a eu des décisions sur plein de sujets, oui. À la Cour de justice, il y a eu un certain nombre de vraies polémiques, notamment sur la conservation des données, qui étaient susceptibles d'impacter, croyait-on, les enquêtes. Finalement, les choses se sont arrangées. Et je ne pense pas qu'une seule enquête dans notre pays ait été annulée à raison de la jurisprudence initiale. Bon. C'est vrai que, la jurisprudence européenne, elle a plusieurs couleurs. Elle a la couleur de tous les pays qui composent l'Europe. Et donc, Mais moi, ce qui me choque, c'est cette espèce de regard que l'on porte sur l'état de droit sans jamais le définir. C'est quoi, au fond, l'état de droit? Si on veut, simplifier les choses, peut-être les vulgariser. C'est le moment où la justice intervient et où elle met un terme au contentieux. Comment on peut résumer l'état de droit? En matière civile, deux voisins qui s'engueulent depuis 10 ans, et puis la décision de justice arrive et tranche définitivement le litige. En matière pénale, une plainte est déposée,
Un type dit « je suis totalement innocent », la justice dira s'il est innocent ou s'il est coupable. Alors des fois, ça n'est pas juste, je l'entends. Tout le monde est coupable. Je l'entends. Mais en même temps, le but de l'état de droit, c'est de mettre un terme, de pacifier les choses, de les cicatriser. Bon. Conseil d'État, pareil. Moi, quand j'entends M. Wauquiez, qui est issu du Conseil d'État, qui tape à bras raccourcis sur le Conseil d'État, c'est insupportable. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut là ? On veut que les litiges ne s'arrêtent jamais, au fond. Et la bonne jurisprudence pour certains de ces gens-là, c'est la jurisprudence qui vous donne raison. Bon. Conseil constitutionnel, même sac, même panier. Ensuite, l'Europe. Pardon, moi je connais un certain nombre de gens qui ont beaucoup critiqué la Cour européenne et qui font appel aujourd'hui à elle, avec l'espérance d'une condamnation de notre pays. Voilà. Donc, l'état de droit, il est absolument essentiel, en ce sens que il met un terme au conflit. Alors, moi, j'ai reçu des magistrats hongrois qui m'ont dit à quel point l'exécutif avait mis la patte sur leur liberté juridictionnelle. Moi, je suis révolté quand on critique une décision de justice. Non pas qu'elle ne soit pas critiquable. Il y a bien sûr des décisions de justice qui nous sidèrent, qu'on ne comprend pas. Mais quand l'autorité politique, pour le coup, intervient pour critiquer une décision de justice, l'autorité politique se trompe. Parce que le corollaire de l'indépendance, c'est que de temps en temps, il y a des conneries qui sont faites. Oui, bien sûr. C'est ça Mais en même temps, quand on rencontre les magistrats hongrois, qui vous racontent que le pouvoir hongrois, et Dieu sait qu'il est apprécié par toute l'extrême droite, et en particulier l'extrême droite française, eh ben, ça vous fait froid dans le dos. Moi, j'ai pas envie d'un système comme celui-là. Donc, attention. C'est toujours la même chose. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Hein. Et on va vers quelque chose, là, où on pourra tout critiquer. Donc, Marine Le Pen n'est pas contente. La justice, c'est zéro, c'est une atteinte démocratique insupportable. Je note d'ailleurs, je peux pas m'empêcher de le faire, ça. Ils étaient tous innocents, mais il y a toute une partie des condamnés qui n'interjettent pas appel, hein, quand même. Hein. Donc, ils reconnaissent leur culpabilité. Je souligne ça comme ça. Bon, ça, c'est le judiciaire. Justice administrative, c'est pareil. Quand elle vous donne tort, ça vaut rien. Le Conseil constitutionnel, bon. Et on s'arrête où, là ? Et qu'est-ce qu'on propose à la place ? C'est ça la grande question. Et si on va dans cette direction-là, moi je pense qu'on bascule subrepticement de la démocratie vers, appelons ça pudiquement, un régime illibéral. Mais c'est extrêmement dangereux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je plaide, je fais un peu l'avocat du diable, mais puisque je suis en face du diable, en plus, donc je suis votre avocat. C'est gentil. Si, non, mais je suis. Le diable a besoin d'un avocat, oui. Le bon Dieu non. Hein. Oui, c'est un bon client quand même. Hein. Mais donc je suis tout à fait absolument convaincu que la notion de démocratie libérale est une imposture totale, et la dérive du régime orbanien est absolument claire, et d'ailleurs de plus en plus contestée, y compris par les Hongrois, mais ça se manifeste partout, en Slovaquie, partout. On est vraiment, et je suis très inquiet de l'évolution de la Pologne à la suite de l'élection présidentielle en Pologne. Je crois que il y a des possibilités de durcissement qui sont très, très inquiétants. Donc, mais malgré tout, on doit quand même pouvoir améliorer le système parce que il y a quand même un décalage entre une classe judiciaire qui appartient à l'élite, qui est formée avec des valeurs, etc., tout un ensemble de choses, et qui est de moins en moins comprise par une opinion publique travaillée par le populisme. Et ce décalage-là, il faut quand même essayer de le résoudre. Alors, on le résout on pourrait le résoudre par l'amélioration de la formation, l'éducation, l'instruction civique. Enfin, on voit bien que tout ça, c'est un peu théorique. Et en revanche, le sentiment que les gens ont, que la justice leur échappe, ne leur appartient pas, c'est quand même quelque chose de très fort et qui alimente les sentiments et les pulsions dont vous et moi nous dénonçons les effets pervers. C'est vrai. Mais il faut dire que sur les plateaux des chaînes d'infos continues, là, on développe une vision de la justice qui est exclusivement fait diversière, si j'ose dire. C'est-à-dire que, comme il y a à peu près 1000 meurtres par an dans notre pays, à peu près, 66 millions,
ce qui ne fait pas de nous, et loin de là, le pays le plus criminogène. Il y a au moins 2 meurtres dont peuvent s'emparer les chaînes d'infos continues ou d'opinion continue. Que fait la justice, voilà. Et on développe en parallèle de cela l'idée, chère à l'extrême droite, que la justice est laxiste. Et la justice laxiste, ce qui n'est pas vrai, 83 000 détenus là, les chiffres viennent d'être publiés, et puis les peines prononcées n'ont jamais été aussi lourdes, mais donc, conjuguant les deux, ça donne la justice laxiste, l'augmentation de la délinquance, c'est parce que la justice est laxiste que la délinquance augmente. Ben voilà ce qu'on livre tous les jours, aux téléspectateurs des grandes chaînes d'infos continues. Et comment vous voulez ensuite que les Français aient confiance dans la justice de notre pays ? Bon. Et tout autre discours est un discours... moi, j'avais dit, je suis ministre depuis 15 jours, je dis sur une grande station de radio, Europe 1 pour la citer, il y a un sentiment d'insécurité et de l'insécurité. Je dis même l'inverse. Il y a de l'insécurité, ce que je savais un peu mieux que certains, j'ai été 36 ans avocat, il y a de l'insécurité et un sentiment d'insécurité, notamment alimenté par les chaînes d'infos continues, etc. La phrase, elle a été tronquée. Sur CNews, ils sont foutus de ma gueule pendant 4 ans, en disant, ah ben, pour Dupond-Moretti, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Alors tout le monde y est allé, hein, tout le monde. Pro, Fenech, Onfray, le philosophe de Bolloré, tout le monde y est allé. Personne n'a eu l'honnêteté intellectuelle de rectifier ça et de dire, il avait dit, bon, peu importe. Donc ça, c'est l'ambiance. C'est parce que c'est Jospin qui avait employé le premier cette expression quand il était Premier ministre. C'est plus un problème de sentiment d'insécurité que d'insécurité. Et donc, c'est devenu une espèce de ce qui lui coûtera très cher. De stéréotype, oui. Ce qui va lui coûter très cher. Absolument. Très cher à l'époque. Bon, donc tout autre discours est inentendable par les temps qui courent. Et pourtant, voilà. Et donc, la justice laxiste génère de la délinquance, mais comment vous voulez que les gens ils se retrouvent dans la justice ? Ben, c'est pas possible. Non. Or, la justice n'est pas laxiste. Or, la justice cogne. Elle n'a jamais été aussi sévère. Les prisons regorgent de détenus, là, bon, comme jamais. Enfin, il y a quand même 2 problèmes fondamentaux qui sont des problèmes d'exécution. Enfin, la justice n'est pas laxiste, mais elle est très lente. Alors, sur le plan pénal, elle est souvent trop lente. Les peines sont difficiles à exécuter. Sur le plan civil, c'est effrayant. Moi, je vois des gens qui sont dans des situations où ils ont parfaitement raison, etc. Ils sont 5 ans plus tard, ils arrivent toujours pas à entendre leurs droits. C'est quand même ça, cette lenteur, ça dilue complètement le rapport. Et puis d'autre part, les peines sont assez tragiquement inappropriées. Vous avez aller en prison ou pas aller en prison, c'est quand même pas aller en prison, c'est du laxisme. Aller en prison, c'est pas mieux. Enfin, c'est pas du laxisme. Mais qu'est-ce qu'on fait en prison ? Prison surpeuplée. On ne sait pas très bien si on punit, si on rééduque, si on on a quand même une certaine impuissance à l'action de redressement consécutive à la constatation du délit ou du crime et à la sanction du délinquant ou du criminel. Alors, moi je voudrais apporter un petit bémol sur l'inexécution, parce que on dit souvent il y a un certain nombre de peines qui ne sont pas exécutées, une masse de peines. Bon, pas assez vite. L'extrême droite présente ça comme une masse stagnante, c'est-à-dire des peines qui ne seront jamais exécutées, qui n'ont pas vocation à l'être. Mais c'est pas vrai du tout. En réalité, il y a dans ce panier de peines non exécutées des peines, beaucoup d'entre elles, qui sont en cours d'exécution. Je m'explique. Un type est condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme, mandat de dépôt, c'est exécuté immédiatement, dans la seconde. On lui met les menottes, il va en prison. Maintenant, il prend une peine qui est aménageable, ou qui nécessite l'intervention du juge d'application des peines, d'une enquête sociale, mais il faut le temps de la réaliser. Et cette peine, aux yeux de certains, est une peine inexécutée. Non, c'est une peine en cours d'exécution. Et c'est un flux continu, c'est pas une mare stagnante de peines non exécutées. Ça arrive et ça ressort. Et il faut le temps de convoquer le JAP. Il faut le temps que la justice prenne aussi son temps.
on réclame qu'elle aille vite, et c'est normal. Mais il y a tout ce processus d'exécution qui nécessite des intervenants différents. Il faut prendre le temps de ça. Et on est, en termes d'exécution, parmi les pays européens les plus performants. Personne ne le rappelle jamais. Quant à la justice civile, évidemment qu'elle est trop lente. Moi, je suis allé chercher aux Pays-Bas et au Québec l'amiable, et on a des litiges qui sont résolus en 4 mois, alors qu'en France, il faut 4 ans. Et les premières expériences que j'ai vues, parce que là, c'était du décret, donc on n'est pas passé par la loi, et on a gagné beaucoup de temps, si j'ose dire, sans faire offense au Parlement. Mais les premières expériences, on a réuni le magistrat, les avocats des 2 parties, c'était à Aix-en-Provence, et puis la magistrate disait, mais un litige comme celui-là, hors amiable, c'est 3-4 ans, et là, on a résolu la question en 4 mois. Et au Québec, et aux Pays-Bas, et en Belgique, on a 70-80% de procès qui se jugent à l'amiable. Mais il faut changer de culture, il faut changer de paradigme. Petit à petit, j'espère que les choses se feront et qu'on ira beaucoup plus vite. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la justice a été dotée budgétairement comme jamais elle ne l'avait été auparavant. C'est 60% d'augmentation du budget. Quand Emmanuel Macron est élu, pardon de rappeler ça, mais il n'y a pas de Wi-Fi dans les tribunaux français. Vous imaginez ça? En nombre de personnel embauchés, les sucres rapides là qu'on a embauchés, première année, on en a envoyé 2000, 1000 au pénal, 1000 au civil. Jamais la justice n'a été aussi bien dotée. Bon, c'est pas suffisant. Je l'entends quand on regarde les chiffres européens. On n'a pas suffisamment de juges, mais il y a quand même des efforts considérables qui ont été consentis. Et je n'entends jamais dans la magistrature, je n'entends jamais ça, mais voilà ce qu'on a fait avec cet argent. Et voilà comment nous avons mis cet argent à profit pour améliorer un peu les choses. Je n'entends pas ça. J'entends des doléances, mais je dirais que c'est un peu le propre des syndicats, que de n'être content de rien. Mais la réalité, c'est que quand même, les choses ont bougé. Est-ce que, compte tenu de l'échevinage, on a quand même le déficit en magistrat est quand même moins fort que ce qui apparaît, parce que... Oui, vous avez raison. Parce qu'on compare souvent avec l'Allemagne, mais en réalité, on a chez nous, par exemple, les conseillers prud'hommes. Bon, ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés comme magistrats. Ils ne sont pas magistrats professionnels. Bon. Tribunaux de commerce, bien sûr, oui. Oui, donc ça réduit un peu l'écart entre les personnels purement judiciaires que nous avons et les personnels judiciaires dont disposent d'autres pays. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'oppose ou qu'est-ce qui ralentit l'instauration, l'augmentation de cette justice à l'amiable dont vous parlez, comme d'ailleurs de la justice réparatrice sur laquelle Jeanne Herry a fait ce si beau film? Quand je dis que c'est un changement de paradigme qui s'impose, c'est vrai, on a la culture de la castagne chez nous. Et même les avocats doivent aller vers l'amiable. Or, les avocats, ils veulent gagner leur procès. Et puis, il y avait un risque aussi, il fallait emmener l'adhésion des avocats. Alors, au plus haut niveau, dans la représentativité, la représentation du barreau, ils ont adhéré évidemment à l'amiable. On a même fait une campagne publicitaire ensemble, mais ils y ont vu un certain risque économique. Or, les avocats québécois, néerlandais qu'on a rencontrés, ils disent en réalité c'est beaucoup plus rentable parce que une affaire qui est traitée en 4 mois, on la traîne pas pendant 4 ans. Et l'honoraire de résultat est d'autant plus important qu'on donne vite satisfaction à nos clients. Tout ça est en train de se mettre en place. Il y a eu toute une équipe, notamment à la chancellerie, directrice des affaires civiles et du Sceau, qui est très très investie sur ces questions d'amiable. Et voilà, il faut attendre. Mais d'ailleurs, l'un des facteurs du désamour entre les Français et leurs élites, alors je mets ça avec 4 guillemets, élites, c'est le temps. Entre le moment où vous promettez quelque chose et le moment où c'est effectif, il se passe du temps, et plus la mesure est consensuelle, et plus c'est du temps de frustration. Donc l'amiable, oui, c'est attendu. Mais il faut le temps de mettre les choses en route, voilà. Je voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé des prisons, de leur état actuel, de l'intérêt ou de l'absence d'intérêt à en construire de nouvelles, et de la fameuse question des peines alternatives, substitutives, de leur efficacité, etc. Vous vous êtes largement penché sur ce sujet comme garde des Sceaux, et vous avez à en dire. Alors, on va faire un petit tour encore du côté des Pays-Bas.
l'extrême droite a cette idée-là de courte peine pour les mineurs, en disant ça marche formidablement bien aux Pays-Bas. C'est pas vrai. Il y a un rapport parlementaire qui dit que ça marche pas du tout. Et puis surtout, le risque, c'est qu'un gamin délinquant sorte de ses 8 jours de prison galonné. Tu vois, moi, j'y suis allé. Voilà. En revanche, ce qui marche bien, c'est que les Pays-Bas ont décéléré ce phénomène de répression toujours plus demandée, et ils incarcèrent beaucoup moins. Ils ont vidé des prisons. Eux, ils en construisent pas, ils en vident. Bon. Et ils ont une baisse de la délinquance. Ce qui prouve que la répression n'est pas la seule arme à disposition. Par quoi ? Ah ben, ils font des bureaux, ils font des choses comme ça avec des prisons qui, voilà, remplacent par le TIGE notamment, qui est une création de Badinter, un travail d'intérêt général qui marche bien et qui, pour certains jeunes, est la toute première expérience du travail. Bon, moi, vous l'avez compris, je suis contre la suppression du sursis. Je trouve que bon, d'ailleurs, si on parle à des parents, le sursis, au fond, si on transfère ça dans nos vies quotidiennes, c'est l'avertissement, quoi. Hein ? Avant de sanctionner ces enfants, on leur parle, on leur laisse une chance, un avertissement. Bon, sursis, voilà ce que je pense de cela. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre de ces mesures. Alors, des prisons, on en a sorti de terre 5000. 5000 sont en cours de construction, il reste à en construire 5000. Là-dessus, il faut bien dire que la grande difficulté à laquelle moi je me suis heurté, c'est d'obtenir les terrains, parce qu'on veut bien d'une prison, mais très loin de chez nous. Hein. Ah oui. Bon. Et les politiques qui gueulent le plus, et les plus répressifs, sont ceux qui ont le moins favorisé les choses. Ça, moi je vous le dis très clairement. Bon, quand on a dit ça, bien sûr qu'il faut des prisons, mais bien sûr que il faut aussi... la prison, c'est 3 choses. Hein. La prison de Foucault, c'est évidemment mettre la société à l'abri d'un type dangereux, c'est punir, c'est réinsérer. Je n'entends plus jamais parler de réinsertion, là. C'est fini, ça. Il faudrait parler d'insertion, d'ailleurs, plus que de réinsertion. Oui, parce beaucoup, que, c'est vrai. Oui, bien sûr. D'où d'ailleurs la création du contrat du détenu travailleur, puisque moi j'avais conditionné la réduction de peine à l'effort. Et j'avais dit, il faut que le type fasse un effort, mais à l'aune de ses capacités, c'est-à-dire se désintoxiquer pour certains jeunes, apprendre à écrire, apprendre à lire et travailler chaque fois qu'il y a du boulot. Et on a eu beaucoup de boîtes, d'entreprises qui sont venues en prison. On a lancé une grande campagne avec le MEDEF notamment, qui a été un vrai partenaire. Bon, tout ça, c'est une politique globale. Il faut construire encore des prisons, il en manque, c'est une évidence. Il y a des conditions qui sont totalement indignes, insupportables. Faire payer la nuitée, si j'ose dire, aux détenus est une idée qui me choque beaucoup. Parce que si j'en juge par les propos qu'a tenus le député Pogé, c'est 5 € par jour, ce qui fait 150 € par mois. Il ne faut pas avoir mis les pieds en prison dans sa vie pour porter une idée comme celle-là. Hein. Parce que la plupart des détenus sont totalement indigents. Bon. Et puis, l'argument, c'est que ces 150 € n'iront pas dans la poche des victimes. Et comment on fait ? Alors, l'Utterbar qu'on a inauguré avec le Premier ministre, c'est une prison toute neuve. On paye plus cher qu'à Seyss où les détenus dorment par terre. Je sais pas. Bon, tout ça, ce sont des réactions, comme ça, intempestives à l'opinion publique. Au fond, on attrape une mouche au vol et on pense que c'est une bonne idée. C'est pas la conception que j'ai de la façon de régler ces problèmes. Question un peu provocatrice, si vous me permettez. Je vous en prie. Vous êtes de Maubeuge, c'est pas très loin de Tourcoing. Ouais. Est-ce que vous vous sentez très éloigné de ce que essaie de faire actuellement Darmanin, ou est-ce que vous trouvez qu'il est sur une voie très différente, très profondément différente de la vôtre, ou est-ce que vous trouvez simplement qu'il réalise une inflexion peut-être un petit peu forte, mais globalement justifiée ? Je pense que parfois, Tourcoing est très éloigné de Maubeuge. D'accord. Ouais.
peut-être qu'ils ont chacun une équipe de football qui pourrait se rencontrer. Alors, une dernière question qui n'est pas provocatrice, mais qui, je crois, doit interroger pas mal de gens. C'est la réponse à l'augmentation du narcotrafic et à la violence de tout ce qui se passe autour. Est-ce que vous avez eu spécifiquement à étudier cette situation comme garde des Sceaux? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non seulement je l'ai étudié, mais j'ai laissé un projet de loi sur le bureau quand j'ai quitté la chancellerie. Bon. Qui prévoyait notamment la création du parquet national anti-criminalité organisée et qui prévoyait un statut du repenti que je suis allé chercher en Italie. Je me suis inspiré des Italiens parce qu'on sait que s'il n'y a pas Tommaso Buscetta, il n'y a pas le procès de Palerme, qui va permettre la condamnation de Totorina et d'un millier de mafieux. Donc je suis allé voir, précisément, je suis allé à plusieurs reprises, comment on met les choses en place, qu'est-ce que l'on accepte, qu'est-ce que l'on n'accepte pas, quel est le type de contrat, quels sont les bénéfices pour le mafieux repenti, partant du principe que dans certains dossiers, on n'a pas l'ombre de l'once d'un renseignement et que la justice est obligée de se nourrir, évidemment, de telles informations. Bon, alors ensuite, on a rajouté à ce texte un certain nombre de choses qui, pour certaines d'entre elles, ont été censurées par le méchant Conseil constitutionnel. Ça vous a pas échappé. Bon, mon projet était un peu plus non, non, il faut vraiment que je me fâche avec tout le monde. Je veux dire plus sage. Ah bon, voilà, ouais, c'est le qualificatif qui me vient à l'esprit puisque je viens d'évoquer le Conseil constitutionnel. Enfin, ces mesures-là, moi, je les portais pas. Il y avait essentiellement Pnaco, il y avait Repenti, voilà. Ensuite, oui, les prisons spécialisées pour. J'entends tout ça. Il faut aussi, on a le devoir de se protéger, et évidemment, du narcotrafic qui a pris beaucoup d'ampleur. Et même moi, je veux redire quelque chose. Hein. Ce qui me chagrine le plus, c'est tous ces consommateurs là. Enfin, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Dans les années 68, il n'y a pas ces règlements de compte là. Mais chaque fois que ces types ils fument un pétard, ils devraient quand même penser qu'à la clé, il y a des gamins dont le sang va couler sur le trottoir. C'est une réalité, ça, quand même. Alors moi, je veux bien qu'on compare ça. Alors, notamment les pros là sont pour la légalisation. C'est une catastrophe. Au Canada, ils ont légalisé. Vous circulez dans les rues de Montréal à 22h, ça pue le shit. Mais les organisations criminelles font autre chose maintenant. Elles exportent de la cocaïne vers les États-Unis. On n'a rien gagné. Enfin, ils n'ont rien gagné de mon point de vue, si je puis me permettre d'avoir cette analyse. J'ai lu un rapport des autorités canadiennes. Moi, je suis totalement contre la légalisation. Totalement contre. Mais dans le système actuel, c'est quand même les consommateurs qui sont là, samedi soir, peinard, c'est la détente après le travail, mais enfin, derrière, il y a des morts, il faut quand même le redire, ça, sans être un vieux réac. C'est non légalisé, mais objectivement toléré. L'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, moi je pense qu'elle doit être appliquée. Voilà, on ne peut pas. Tant qu'on aura des consommateurs, on aura des trafiquants. Donc moi je veux bien qu'on se décarcasse, nouvelle prison, haute sécurité, tout ça me paraît important et nécessaire. Nouvelle législation, oui. Enfin, on peut aussi regarder du côté des consommateurs et tenter de les responsabiliser. Alors je sais quand on dit « Ah ben moi je suis contre la légalisation du shit », on passe pour un affreux ringard, un affreux réac. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, la réalité c'est quand même celle-là. Très pragmatique, s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafiquants. Si, on conclut, c'est ça? Oui, si je puis me permettre de faire une première conclusion avant celle de Philippe, je dois dire que cette émission est quand même assez remarquable parce qu'on a invité quelqu'un qui a été la bête noire absolue de la magistrature quand il a été nommé et qui est aujourd'hui, dans la classe politique française, à la place qui est la sienne, l'un des plus déterminés défenseurs de la noblesse, de la grandeur du métier de magistrat. Donc je ne sais pas si c'est un progrès, mais en tout cas, c'est un paradoxe qui mérite d'être souligné et qui, je crois, montre que les critiques dont vous avez été l'objet étaient quand même, disons, on va prendre une litote, manquait singulièrement de nuances et d'équilibre.
Éric Je trouve Dupond-Moretti. que le propos est par trop enthousiaste. Je vais le modérer. Pour la modestie, vous ne craignez personne. Sans doute. Et laissons-la à ceux qui en ont besoin. Je tape fort contre ceux qui m'ont fait du mal, mais je les nomme et je dis pourquoi je suis amené à régler mes comptes. Oui. Oui, dans Québec, votre on dit spectacle. la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Personne n'a évoqué M. Molins. Oui, mais je ne vise pas tout le monde. Ce qui m'est insupportable, c'est la globalisation. Vous voyez, quand on dit les journalistes, non, les magistrats. La justice, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc, il y a des types formidables dans la magistrature, il y a des types qui sont nuls. Au barreau, c'est exactement la même chose, chez les journalistes, etc. Espèce de globalisation. La décision de justice est antidémocratique. Chez les hommes politiques, on est tous... Mais regardez, non mais comment on a été amené, par exemple, une seconde, Madame Le Pen, c'est toujours bien de conclure par là où on a commencé, c'est une bonne règle rhétorique. Mais enfin, cette magistrate qui préside, d'abord, c'est une décision collégiale. On a cité son nom, elle a été physiquement menacée, mais c'est une honte. Comme d'ailleurs dire publiquement que telle décision n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais il faut dire qu'elle a présenté sa décision de façon un peu singulière, quand même. Non mais qu'on n'adhère pas. Moi, je suis pas. Moi, je n'ai pas un regard hagiographique de tout ce qui se fait dans la magistrature. Vous comprenez ? Mais on est allé très très loin là. On a tout globalisé. Bon, de la même façon, les types qui commentent des décisions de justice, qui n'ont jamais mis un pied dans un palais de justice, qui n'ont même pas lu les procès-verbaux, ils n'y ont pas eu accès. Je pense aux jeunes là, qui ont été condamnés après les émeutes. Enfin, on est dans la surenchère permanente. Vous voyez, moi, un gamin qui rentre dans un footlocker, qui pique un maillot du Paris Saint-Germain ou d'une autre équipe d'ailleurs, c'est un petit con qui mérite d'être condamné, mais c'est pas un barbare. On peut pas être dans la surenchère permanente. Parce que ça va finir par tuer notre démocratie. De toute façon, barbare est un nom malheureux, parce que ça désigne l'étranger. Exactement. C'est celui qui ne parle pas notre langue. D'ailleurs, celui qui avait utilisé cette expression avait dit « allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire ». Ben moi, j'y suis allé. Et on a, chez les Grecs, chez les Romains, étrangers, chez les catholiques aussi, c'est sans doute un clin d'œil du dictionnaire en question. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça a été utilisé par hasard ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait beaucoup de mal. Parce que si un gamin qui vole dans des conditions insupportables et qui casse une vitrine et tout ça, on peut pas être d'accord avec ça. Moi, j'ai pas envie de me faire casser la vitre de ma bagnole ou de me la faire brûler. Mais enfin, un barbare, c'est quelqu'un qui commet des actes de barbarie. Hein ? On peut être d'accord là-dessus. D'abord, soyons d'accord sur les mots. Soyons d'accord sur les mots, me paraît être une conclusion à laquelle je ne vois pas de conclusion supérieure. Merci à l'un et à l'autre. Les choses suivront. Merci, oui. Merci à Laure Desmézy, merci à Jules Plassard, merci à Benoît Carré qui va assurer le compendium de cette conversation, Nicolas Tourneau et Olivier Magloire qui veillent à notre site, Manon Boisard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.